commence, j'aimerais bien Ça, les c'est comme une pour espèce de lesquels la plante philodendron, était ça? d'origine divine. D'ailleurs, son nom botanique, théobrète, signifie environ de fourmis, etc. Comme tous les trésors également, c'est un milieu qui est caché, qui est discret, puisque c'est un milieu de biodiversité qui est le soi de persister. Voilà, on a tous beaucoup de leçons à prendre, je crois, de la vie ensemble. Construite à partir du XVIIe siècle pour conserver des plantes rares, les grandes serres du Jardin des Plantes à Paris sont en pleine rénovation. Botanistes, jardiniers, architectes et paysagistes vont y évoquer 4 univers botaniques différents, avec des plantes tropicales, des plantes des déserts, des plantes de Nouvelle-Calédonie et même des plantes dinosaures. Au début de cette histoire, les plantations de certaines serres ont déjà commencé. Pour d'autres, tout reste à faire. Mais dans une serre, les plantes n'ont pas seulement besoin de lumière, d'eau, d'espace et du temps, elles ont aussi besoin des hommes. Vous savez, pour gérer un jardin, en fait, ça tient debout sur 3 pieds, quoi. Le jardinier, qui est souvent celui qui va avoir le savoir-faire pour cultiver les plantes. Donc c'est l'homme ou la femme vraiment pivot de l'affaire. Sans eux, on ne fait pas grand-chose au niveau des serres, ni au niveau de la conservation, ni au niveau de l'étude scientifique. Les végétaux ont une certaine plasticité, pas tous la même. Et donc c'est comme la cuisine, vous pouvez avoir la recette, c'est pas pour ça que votre truc est réussi. Bon, voilà. Ça sera pas mal, ça. Ça vous plaît pas? Et puis après, il y a le botaniste qui va décider de l'organisation de la collection, du choix des plantes. Mais aussi parfois, quand il va sur le terrain, il va ramener des informations au jardinier de nature écologique. Le jardinier va les intégrer dans sa pratique. Une plante, elle pousse sur une falaise, dans un milieu humide, etc. Imaginez que je sais pas nager, je vais me noyer. Et puis après, il y a la réaction de la plante en culture. En latin, c'est le Typhonodorum. C'est difficile à cultiver, oui, c'est une plante aquatique, tropicale. Moi, je trouve que ce serait bien qu'on en ait dans le bassin. Donc on en a récupéré quelques-unes, par graines uniquement. Et puis après, il y a un troisième larron qui peut être le directeur, qui va parler de sous, d'effectifs, de moyens, parce qu'il faut des moyens pour ça, parfois beaucoup, parfois moins, qu'il y a des décisions à prendre, qu'on ne peut pas étendre les serres indéfiniment, donc on ne peut pas étendre les collections indéfiniment. Donc c'est comme ça qu'on évolue, qu'on fait bouger les serres, de le contenu des serres. C'est des serres qui sont des serres surtout de présentation, mais on a revu les plantations dans cet esprit-là de parler des plantes, de parler des écosystèmes, des dangers, du rapport de l'homme aux plantes, des plantes elles-mêmes, parce que sans les plantes, l'espèce humaine ne peut pas vivre. On dépend de ces choses qui poussent, qui produisent des fleurs, qui font des fruits, qui sont pollinisés, dont les graines sont diffusées, qu'on maîtrise parfois complètement avec l'agriculture, mais pas toujours. Il y a toujours quelque chose qui se passe. On va essayer de trouver Madame Elisabeth Lopez, qui est notre cheville ouvrière pour pour l'ensemble du programme serre. C'est elle qui gère vraiment beaucoup de choses et qui a vraiment pris ça à cœur. Heureusement qu'elle est là. Donc là on traverse le premier étage des serres courbes, où en fait ici sont cultivées une partie de nos collections tropicales. Donc là on va au fond, on va voir une partie des plantes de Nouvelle-Calédonie qui sont arrivées en 2008. Et voilà, on arrive dans la zone Nouvelle-Calédonie. Vous avez vu la feuille Des petites fleurs. Ah, super, hein. Boquillonnia. Oui, Uniformiacée. On peut le prendre. Voilà, ça commence à fleurir. C'est tout petit, hein? Et regardez là, les fleurs de celui-là de son petit frère. Regardez ça si c'est beau. Oui. Quand on aura l'arbre dans la serre, quand on aura la plante bien développée, qu'elle se mettra à fleurir,
avec cette couleur Voilà, bien... on les voit bien. Ouais, bien. Même si c'est des petites fleurs. Voilà, il nous manque beaucoup de plantes de la forêt sèche, qui est un milieu donc, qu'on a choisi de représenter volontairement. Ce sont des trésors botaniques, hein, des plantes endémiques, donc déjà, enfin une grande partie, qui vivent que dans ces endroits-là. Alors on imagine bien toutes les forêts sèches de l'ouest de la Nouvelle-Calédonie. C'était toute une bande côtière au départ. Aujourd'hui, ce sont simplement des petites forêts-galeries ou des taches comme ça de forêts qui subsistent. Donc on imagine la perte des végétaux qu'il y a pu avoir. Donc on va recréer ce milieu. Ça, c'est complètement nouveau. Ça n'existe pas nulle part, je crois, dans le monde ailleurs, dans des serres, quoi. La richesse botanique de la Nouvelle-Calédonie, c'est aussi le symbole de la richesse culturelle de nos univers insulaires. Un Kanak vit avec l'idée que l'homme, les plantes, les esprits font partie d'un tout, et ce tout aspire à l'équilibre. Il y a cette relation très forte entre notre culture et nos plantes. C'est le sens profond que nous donnons à l'environnement, où le visible et l'invisible se rejoignent, où les plantes ont aussi des âmes, comme les hommes. Donc ici, c'est l'entrée de la serre. Et on va se retrouver de cette façon-là, avec de ce côté-ci, les charophytes. Donc à gauche, les charophytes qui sont plantés ici dans un petit bassin. Donc les charophytes, je vous rappelle, ce sont ces algues qui ont une organisation particulière et qui sont le groupe le plus proche des plantes terrestres. Donc c'est ce groupe-là qui symbolise en fait toute la vie dans l'eau, la vie aquatique qui a précédé pendant un très longtemps la vie terrestre. Parce que là encore, il y a une durée de temps qui est relativement longue de tout ce qui s'est passé dans l'océan avant que les plantes arrivent à coloniser le milieu terrestre. Alors cette serre, c'est un petit peu un défi aussi parce qu'on va présenter tout un tas de végétaux qui viennent d'origines très diverses à la surface de la planète, notamment avec des plantes tropicales, des autres qui le sont moins. Mais comme on voulait représenter tous les groupes reliques, justement, il fallait avoir des espèces qui pouvaient tolérer une ambiance un petit peu particulière, qui est l'ambiance de cette serre. Voilà ce qui manquait. Pour qu'elles poussent bien, il faut les prendre avec des mousses. Les mousses se développent en dessous et les algues, après, elles évoluent toutes seules au-dessus. On va être content comme ça. Normalement, ça n'avait rien à faire là-bas. Absolument pas, puisque ça, c'est le début de la vie. Ici, on est dans une serre qui n'était pas visitée par le public. Donc on a souhaité exploiter cet espace pour présenter les plantes qui sont adaptées à la sécheresse, donc dans les régions arides, et même dans les déserts, donc dans les régions extrêmement arides. L'idée, c'est d'évoquer 5 grands groupes, grands types d'adaptation, en les regroupant. Alors, par ce qu'on appelle par convergence adaptative, c'est-à-dire les plantes qui ont eu la même réponse par rapport aux conditions du milieu. Au départ, on va évoquer la recherche de l'eau par les plantes, c'est-à-dire dans les déserts, dans les régions arides, les plantes vont souvent chercher l'eau très très loin. Après, on va parler d'un autre thème, c'est comment les plantes limitent l'évaporation. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles gardent l'eau en perdant carrément leurs feuilles, soit une partie de l'année, soit complètement. Hein, des plantes sans feuilles, donc ce sont des plantes à fil. Il y a des épines qui parfois permettent aussi d'avoir des petites réserves d'eau ou de piéger les gouttes d'eau.
Là, on arrive à une zone où on va parler d'un phénomène extrêmement important dans les déserts, c'est la succulence. Succulence, ça veut dire, en fait, garder l'eau, avoir des réserves d'eau. Hein, du succus, donc du latin succus, qui veut dire la sève. Et des cactus, bien sûr, parce que c'est une famille emblématique, hein, les cactus très importantes dans les déserts, mais bon, surtout sur le continent américain. Ailleurs, on a d'autres plantes. Et puis à la fin, on va parler du dernier type d'adaptation, c'est-à-dire comment les plantes réduisent leur cycle de vie. Alors ces plantes qui poussent au milieu des déserts, quelquefois à la limite des possibilités de la vie, elles ont plusieurs trucs pour fleurir dans les milieux hostiles. Elles ont inventé différentes formes d'adaptation qui résistent à la sévérité du climat. Il y a des floraisons nocturnes, des plantes cailloux à moitié enterrées et aussi les éphémères. Ce sont des végétaux que j'appelle les resquilleurs, ou sans jeu de mots, les déserteurs, ceux qui vivent dans le désert en évitant les agressions. Ces plantes-là ne poussent qu'après la pluie. Les graines étaient là depuis des années parfois. Elles n'attendaient qu'une averse. Et là, elles se dépêchent. J'ai vu des plantes changer en une seule nuit. Des plantes s'ouvrir à peine sorties du sol. Vite une fleur, une autre fleur. Et presque aussitôt, une graine, 2 graines, qui n'auront plus qu'à attendre l'averse suivante. Je suis contente de moi, parce que je vois plus tard. Parce que les petites, là, ça devient haut comme ça, et ça fait des fleurs roses en bouquet plein. Voilà. Vous voyez le début, moi, je vois la fin. Voilà notre multiplicateur. Le voilà, là, c'est lui. C'est grâce à lui qu'on a toutes ces plantes. Et ici, c'est le lieu où il part de ses boutures, qu'il installe, vous voyez, dans des petites serres. Et puis après, il rempote et on descend. C'est toujours la même chose. Faut couper, bouturer, rempoter, on met en bas. Et c'est moche et on remonte et on recommence. Voilà. Et les ouvriers sont à l'œuvre pour la préparation d'une future cascade et des rochers le long d'une rivière qui va être, je pense, très réussie et qui va permettre de délimiter aussi les différents milieux que nous allons présenter dans la serre. En fait, en se déplaçant au gré de la rivière, on passera d'un milieu à l'autre, de la forêt humide à la forêt sèche, du maquis minier à la savane jusqu'à la mangrove.
c'est beau ce truc-là. Vous savez, cet angioptéris-là, il vit en Nouvelle-Calédonie. Et moi, j'avais envie de le mettre là-bas, en forêt humide derrière la cascade, où il aurait la... Et ça, il a la place. Faites-moi confiance. Et il y a un truc que je pense, j'ai une idée. Oui. Parce que là, on est embêtés. Lui, le passer en Nouvelle-Calédonie comme vous vouliez, et mettre celui-là à la place. Et là, on pouvait remettre tout ça. Non. Vous voulez pas? Ah non. Pourquoi? Non, il est grand et il faut qu'il soit encore plus grand. Et lui, il va pas Non, être petit? je veux pas. Non, Eh non. bien, vous allez le mettre tout seul. Bah, tant pis, on garde ça. Ça, c'est... Et celui-là, alors, vous l'envoyez à Chevreloup? Peut-être, je sais Voilà. pas. Non, Ah, vous voulez touchez pas. Ah non. C'est trop bien, ça. Ça va devenir encore plus Je grand. le sais, je le Ah connais. non, on Et lui, recherche. il va pas être petit, il va être grand Bah, aussi. tant mieux, mais on verra ce qu'on en fait. Mais Ouais, mais au-dessus de la Donc, cascade, on a un palmier qui vient de Hauteuil, un chambéronia qui est énorme, qui va être mis là-bas. Alors, il va vivre. bah, on espère. Bon, alors voilà, moi je voudrais qu'on attaque le premier camion de terre là-bas. Pour planter vos... Les graminées? Les graminées et les deux... Les crinums, Oui. oh, bah, comme vous voulez. Moi, pourquoi vous voulez commencer là? Parce que c'est un truc fini, ça nous libérait les crinums. Là-bas, on monte jusqu'à où? Le maximum. C'est pas loin, on va avoir un sacré vide. Ah, il faut monter. C'est pour ça que moi, me disais, si on mettait le grand angioptéris, ça cachait tout ça. Oui, ça serait intéressant. Il faut juste vérifier que la plante, elle est bien Voilà. dans la forêt humide de Nouvelle-Calédonie. Oui. Il faut voir l'espèce. Oui. C'est quelle espèce? Vous avez regardé le nom d'espèce? Je l'ai pas dans la tête, mais... Parce que normalement, il y a le grand palmier. Oui. Moi, je voudrais. Mais on peut pas vous voulez le mettre au coin, là-bas? Parce qu'il va être comme ça. Au-dessus. Ça va C'est être- pas idiot. Ça va être superbe. Alors, vous montez Ah oui, on au continue. maximum. Je comprends, je comprends. Comme ça. Oui? Oui. Et votre palmier, là? Ouh. Attendez, moi, j'ai pas trop confiance. Hein? On va descendre un peu comme ça, et puis on va un mouvement comme ça. Parce que là, faut être un peu plus bas, et on peut remonter entre les deux. Vous avez vu ça? Celui-là, debout, il sera pas mal, mais ça, c'est petit. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de plantes. On peut les chercher. Il y a des humains qui travaillent, il y a de la terre, il y a des roches, il y a du béton, du chauffage, il y a de la lumière, il y a plein de choses, mais il n'y a pas de plantes pour l'instant. Moi, ce qui est souhaitable à mon avis, c'est que sa structure-là soit totalement indépendante de la structure végétale qui est en dessous. Donc l'idée, c'est d'avoir des lames, mais qui soient dans l'autre sens que les vôtres, vous voyez, qui soient perpendiculaires aux vôtres. Hein, entre des lames, donc on va décider quoi, de peut-être 30. Pour qu'il y ait les plantes qui tiennent, il faut quand même prévoir au moins 30 cm. Hein, quand même, On n'a pour pas énormément de hauteur. Hein. Nous, on est un petit peu au-dessus. Non, mais que la tête des gens touche, même si les plantes font... Attends, la hauteur, c'est quoi là, cette hauteur-là? Parce qu'on part d'un peu plus haut, c'est assez haut quand même. C'est assez haut. Et non, c'est haut quand même. On sera à ce niveau-là, on sera ici. Oui, mais que les gens aient des tiges de plantes qui leur caressent les cheveux, ça pose aucun problème. 5, 6, 7, parfait, 8... Oui, on a 9 ou 10... Oui, on a 9 ou 10 lames. Tu vois, on peut mettre des plantes quand même. Hein. Tu sais qu'on les a, les plantes. Ben là, il y a peut-être des choses aussi. Tiens, regarde la multiplication de ta petite solanacée. Ah, génial.
Ça, c'est quoi, c'est un collinaire, ça, non? Utiliser les bégonias d'Afrique, les bégonias épiphytes d'Afrique. Oui. Qui sont complètement épiphytes. Il remonte un peu. Hein, oh oui, enfin, il a très tendance à redescendre hein, quand même. Hein. Mais Yalinaris, lui, il est vraiment important parce que c'est celui qui pend le plus. C'est lui qui n'a pas été multiplié, j'ai l'impression. Hein, mais on le trouve facilement, t'inquiète pas. Okay. Il serait en racine. Les plantes en question, elles sont là. Elles sont là, oui. Il y a quoi? Il y a du Anthurium gracilé. Tu l'as sous quel nom, lui, là? Parce que ça, c'est Rhaphidophora tetrasperma. Mais je veux que de voir sous quel nom tu l'as, là. Le truc qui ressemble à un mini monstera, là. Si ça se trouve, tu l'as pas du tout sous son bon nom, ce truc-là. Electra, Monstera sp. Electra, t'as vu que lui, c'est bien développé? Ça, c'est pas du tout un monstera. Ça, je l'avais ramené de Malaisie. C'est Rhaphidophora tetrasperma. C'est quoi ce philo extrêmement fin, là, très très élégant, qui est pas élégance d'ailleurs, le philo tout fin, là. C'est pas élégance, c'est encore autre chose. Polypodioides Guyane, donné par Frida Billet, du jardin de Maze en 99. Génial, oui, c'est un polypodioïdes qui est encore plus fin que élégance, qui est très beau. Il est que, je crois qu'il en est Tumukumak, si tu veux, il est que dans une zone de Guyane où on va jamais, quoi, et il est superbe. Ça, si un jour tu multiplies, je veux bien un petit bébé pour moi. Dans les forêts tropicales, les plantes des sous-bois reçoivent seulement 1/100 de l'énergie lumineuse. Alors, elles ont développé quantité d'adaptations pour faire face à cette faible intensité de lumière. Ces adaptations les ont conduites à coloniser quantité de supports inhabituels pour les plantes de pleine lumière, comme les bases de troncs d'arbres, les vieux arbres morts en forêt qui se décomposent. Mais le sous-bois n'est pas totalement occupé, loin de là, seulement 2 à 5% de sa surface. Il est occupé par quantité d'espèces différentes. Il y a toute l'imagination créative pour avoir les structures végétales les mieux adaptées, les comportements les plus propices face à cette faible lumière. La notion de compétition n'existe pas. L'évolution de ces plantes suit d'autres voies. Voilà, on a tous des leçons à prendre de la vie en sous-bois. Vous savez, personne ne regarde comment les plantes poussent. Bon, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est la croissance. Voilà, ça, c'est ce qui vient de se faire en 2010. Ça, c'est ce qui s'est fait en 2009, etc. Enfin, je peux dater tout ça. C'est un dialogue avec l'arbre. Mais ça suppose de dessiner et de regarder de très près. Donc ici, c'est l'ancienne galerie de paléobotanique. Et c'est dans cette collection qu'on a choisi les plus beaux spécimens, les plus, on va dire, les plus représentatifs de ce qui va être présenté dans les serres en vivant. Ce sera là-dedans qu'on a choisi un certain nombre de fossiles. Alors ça, ces caisses-là sont pleines de fossiles qui ont été déménagés et qu'on doit replacer dans les nouvelles structures de stockage qu'on aura ici. Alors voilà, ces fossiles-là, ce sont en fait des souches de Cicadéoidea.
C'est dans le groupe des bénétitales qui sont diversifiés durant l'ère secondaire et qui étaient les premières plantes portant des pseudo-fleurs, des structures hermaphrodites un petit peu particulières et qui sont relativement apparentées aux plantes à fleurs. Il y a notamment les sigillaires qui seront représentés par ce gros fossile qui est ici, qui sera dans les serres. Voilà. Donc là, c'est une tige d'une plante du groupe des lycophytes. Et puis ici, on a ici un Ptychopteris. C'est encore autre chose. En fait, il s'agit d'un stipe, c'est-à-dire qu'on pourrait appeler entre guillemets un tronc de fougères arborescentes. Donc ce sont les fougères arborescentes du Carbonifère qui présentent ici des grosses cicatrices qui correspondent en fait aux cicatrices des frondes qui poussaient dessus, donc des frondes de gros diamètre. Et ces fougères arborescentes là sont représentées à l'heure actuelle par un petit nombre d'espèces. Et c'est un groupe qui est complètement différent des fougères modernes qu'on va retrouver dans les flores à la fois tempérées, mais aussi les fougères arborescentes qu'on connaît bien, les Cyathea, les Dicksonia. Qui, elles, sont apparues, qui ont commencé à se diversifier au moment du Crétacé inférieur. C'est à ce moment-là qu'elles ont commencé à se diversifier, en même temps que les plantes à fleurs. On a ici une tige d'une fougère qui a été coupée, avec voilà, l'organisation, avec ces cicatrices assez nettes des feuilles. Alors, le fossile qu'on avait vu tout à l'heure ressemblait à ça. On aura également, dans les serres, une tranche comme celle-ci, un petit peu plus grosse, celle qui va dans les serres, qui est en fait ici un polissage d'un tronc de conifère. C'était probablement un Araucaria, qui sera donc exposé à même le sol, à côté des conifères, dans la serre. Tiens le bout là-bas. Tiens ton bout là-bas. Celui-là. Ça. Vas-y, donne. Vérifie. Certaines plantes sont potentiellement immortelles. Moi, je me suis toujours intéressé à la longévité des arbres. Quand j'étais étudiant, bon, c'est pas récent, mais enfin tout de même, ça tient dans la vie d'un homme. Le maximum, c'était 5000 ans. 5000 ans. Pour un pin de Californie. 5000 ans, c'est pas mal, c'est l'âge des pyramides d'Égypte. Bon, mais ce record-là, il est tombé. On est passé à 10 000 ans, à 12 000 ans, à 15 000 ans, à 30 000 ans. Et maintenant, on en est à 43 000 ans. 43 000 ans. C'est-à-dire que c'est l'histoire de notre espèce zoologique, l'espèce Homo sapiens. Elle tient à l'aise dans la vie d'un arbre. Ça nous ramène à une certaine humilité. Alors, ce n'est pas tous les arbres, mais il y a des arbres qui sont potentiellement immortels. Bien sûr, ils peuvent mourir, tout le monde le sait bien. Mais quand un arbre meurt, c'est à cause d'un impact extérieur, le feu, le froid, un bûcheron, un parasite, un pathogène, je ne sais quoi. Mais c'est extérieur à l'arbre. Lui-même, il n'a pas de programme de sénescence. Très différent de nous, hélas. Vous voyez ? C'est une petite histoire. Elle dure depuis 4,6 milliards d'années. Pour raconter l'origine des plantes terrestres, il faut remonter à l'âge de la Terre, avec la formation des continents et des océans, la fin du bombardement intense de la Terre par des météorites, la formation des premières roches et l'apparition de la vie. La vie végétale, bien sûr, qui n'a cessé d'évoluer depuis lors et qui a conquis la Terre. Bien avant que vous et moi ne soyons là pour le voir. Qu'est-ce que vous en pensez? À la place de
Ça serait pas mieux? Qui veuille pas. Ça supporte le soleil, c'est coriace. À la place de la touffe, là. Hein? Voilà, on est à une dizaine de mètres à peu près. La serre en faisant un peu plus de 15. Donc là, c'est ce qu'on appelle, de façon un peu prétentieuse, la vue sur la canopée. Ce qui est intéressant à en dire, c'est pour montrer qu'en fait, c'est un milieu qu'on a exploré, parce qu'on parle vraiment de milieu. Et ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'on a encore des choses à découvrir en matière d'êtres vivants. Il faut savoir que les botanistes, tous les ans, décrivent de nouvelles espèces de plantes. Parfois des arbres, c'est assez rare. Ceci dit, les arbres ne sont pas forcément les plus faciles à voir, surtout quand ils sont dans la forêt tropicale. Pour regarder ce qui se passe en haut, quand ils fleurissent et qu'ils fructifient, c'est pas toujours évident de savoir qu'on a affaire à un arbre inconnu. Un délicieux arbre fruitier, là. Dommage qu'il n'y ait pas de fruits. Quand c'est pris dans la masse d'une forêt, ce qui bouge, c'est votre arbre. Celui-là, je vois que c'est pas lui. Vous êtes obligé de l'individualiser et de le secouer. Ça marche. On voit ses limites tout d'un coup. Il faut comprendre que tout ça, c'est des petits arbres et que ça va devenir, si tout va bien, d'énormes arbres. Moi, je les aime bien. C'est mes copains. Je les fréquente depuis longtemps. Une chose que je trouve intéressante aussi, chez nous en Europe, c'est bien rangé. Les tiges et les feuilles, c'est en l'air, les racines, c'est dans le sol. Les plantes tropicales, elles ne se plient pas à ces règles trop simples. Ça, ce qui est là, c'est une racine. Et ça descend du haut de ce figuier à 5 ou 6 mètres de haut. Ouais, voilà. Ah ben voilà. Alors il n'y a pas du tout cette espèce de rangement comme on a ici. Voilà, le climat extrêmement permissif des tropiques humides, ça permet beaucoup plus de fantaisie. D'ailleurs, ça donne une chance dans l'existence à des formes de plantes et d'animaux qui n'auraient, à vrai dire, aucune chance dans un climat contraignant. Toutes les bizarreries sont éliminées ici. On est des gens bien rangés, ordonnés, et c'est pour ça que moi je préfère les tropiques humides. Voilà la canopée. Ben, on en a une petite idée là. De temps en temps, il sort un palmier comme on a ici. Mais enfin, des canopées, on peut en voir encore et c'est une interface pleine d'intérêt. D'abord, ça reçoit toute la lumière, donc il n'y a pas le facteur limitant de l'ombre comme il y a dans le sous-bois. Il fait toujours chaud, il fait toujours humide parce qu'on est sous l'équateur. Les vents sont jamais forts parce qu'on est dans ce que les marins appellent le poteau noir. Donc il y a des vents, mais vraiment pas méchants. Il n'y a pas de cyclone notamment. Et donc la vie se développe là de façon libre. L'espèce humaine est née dans les canopées tropicales. Nous sommes des descendants d'organismes arboricoles, des primates, arboricoles comme la plupart des primates. Donc c'est notre origine aussi. On est descendu après, puis on a oublié les arbres. Et on est devenu un de leurs principaux ennemis. Il n'empêche que c'est notre origine à nous aussi. Donc on était fait pour se rencontrer. Ouais, ça va être bon là.
Alors les plantes qui vont être sur ces lames suspendues sont donc des plantes épiphytes, donc qui poussent sur les branches des arbres et qui pendent verticalement à partir des branches des arbres. C'est-à-dire que ce sont donc des espèces qui ont les tiges complètement molles, puisque leur mode de croissance, c'est de descendre, ce qui fait qu'en descendant comme ça, elles ont très peu de racines, mais comme il y a toute l'eau qui dégouline des branches, cette eau est enrichie en sels minéraux, donc en fait elles captent les sels minéraux par toute la surface de leurs tiges, de leurs feuilles, et donc elles continuent à descendre comme ça. Donc je tiens compte des modes de croissance, puisque c'est la chance d'être botaniste aussi quand même, c'est que je sais comment elles poussent, non seulement quand on les récupère quand elles sont en pot, mais ce qu'elles deviennent dans le temps. Donc après j'ajuste tous ces mélanges en fonction du mode de croissance. Et puis il y a aussi tout l'aspect quand même artistique aussi, dire donc que là je tiens compte également des formes des feuilles, des orientations des tiges, enfin de tous ces facteurs visuels qui sont la première approche qu'ont les gens. Donc finalement, vous voyez, ça c'est un mix de l'approche écologique, l'approche botanique, l'approche morphologique par rapport à la croissance et l'approche finalement artistique au bout du compte. Voilà, c'est bien. Là, c'est nickel. Voilà. Un tout petit peu sur la droite. Ouais, là, bien. Voilà. C'est pas mal, ça. On la mettra à bras comme ça. C'est bien, vous en pensez quoi, Carrie? Moi, je vais vers là. C'est pas assez profond. Pas assez profond. Nella, que ça soit moi la plus grande pour une fois. Vice plan. Bah, je reste là. Ici. Tournez-vous de l'autre côté. Je serais bien là. Voilà. Là, il va falloir un bonhomme de chaque côté de la motte. Deux bonhommes ici avec un manche, une corde pour pas qu'il glisse. Deux autres là, deux autres là. Autrement, on l'emmènera pas à la main. Hein. Il n'y a pas de poignée, ça glisse, on n'y arrivera pas. Bon, on y va. Oh la vache! On va vraiment passer au-dessus? C'est pas possible. Hein. Attention à la corde par terre, vous ne prenez pas les pieds dedans. Hein. Non, mais vous passez pas sur la planche. Il faut passer sur la plaque là. Hein. Après, c'est la tête qui passe au-dessus de la mienne. Voilà. Pour pouvoir tripoter. Putain, il y a du poids là. Non mais levez pas derrière. Maintenez le poids sans lever, autrement devant ils vont avoir du mal. Attention la rocaria, si c'est possible. On peut essayer de pousser, mais il faut pousser la voiture, c'est pas évident. Allez, vous tirez, on pousse. Voilà. Encore un coup. Non, levez pas en tête, levez pas en tête. Bon là, on va tourner nous. On pivote. Après c'est trop raide, ça vaut pas le coup de mettre une autre plaque, donc il faudra le monter. Allez, doucement. Doucement, doucement. Pose-le. Pose. Allez-y, vous êtes grand, allez-y.
On lève. Faut le remettre. Et on pousse. Enlève là-bas. Waouh. Karim. Super. Karim. Faites attention de pas marcher là au fond. Un arbre n'est pas un individu. Individu veut dire indivisible. Si je vous divise en deux par la moitié, c'est terminé pour vous. Un arbre, on peut le diviser, ça fait 2 arbres. Si vous me donnez un sécateur et du temps, je vous en fais des milliers d'arbres. Il suffit de les bouturer. Alors les arbres, on commence tout juste à les comprendre, à condition de ne pas les comparer aux êtres humains. Parce que ça, c'est catastrophique. On comprend plus rien. Il est où? L'olivier. Il est où le néphrolépice? Le néphrolépice qui a été envoyé, qui a les très longues feuilles. Et les grands. Oui, mais il est où? Ah. Le voilà. Le Pas voilà. ça? Si. Il est petit, hein. Mais après, il va il a eu pousser. chaud. Moi, je Ah pense oui. qu'il va pousser parce que les racines sont bien. Bon, donc super. Voilà le néphrolépice. Alors, attention, c'est la plante qui manque. Voilà. On le met dans le petit coin là. Bah oui, le petit coin qui est libre. Là, je n'ai utilisé que des espèces donc des 3 continents, puisque là, on voit par exemple Oya linearis qui lui vient du Sikkim. Là, on voit par exemple Columnea arguta qui vient des Andes de Colombie, d'Équateur, et qui se prolonge même jusqu'en Amérique centrale. On voit des orchidées, puisque dans les orchidées, il y a évidemment des espèces qui pendent aussi librement, comme ce dendrobium là qui est couvert de fleurs en ce moment. L'Afrique est également représentée par ces épiphytes pendantes. Donc voilà, on a un petit peu un aperçu de cette convergence biologique, quel que soit le continent, vers cette façon d'occuper les branches maîtresses des arbres en récupérant toute l'eau. Alors là, pour cette installation, il fallait bien sûr profiter de la lumière, comme c'est le cas de la lumière qui pénètre à travers les trous de la canopée. Rapprocher un peu. Et comme elle est soumise aux Ça alizés, serait déjà mieux. on a des pluviométries assez contrastées et puis des variations de sol. Donc là, c'est la forêt humide qui sera illustrée. Là, la forêt sèche. Là-bas, le maquis minier. Là, la savane. Ici. Et là, la mangrove. Pour le maquis minier et la forêt sèche, on attend un arrivage de plantes le 30 mai de Nouvelle-Calédonie. C'est très difficile d'importer les plantes parce qu'il y a des barrières phytosanitaires en Europe. Alors, on a choisi la diversité également dans la présentation parce que l'île est assez contrastée dans ses milieux. C'est lui, on parle de lui. Mais on parle de lui, il est mal placé, hein. Il y a du son sur celui-là? Bien sûr, hein. Il y a beaucoup de choses là. Il y a un mandala, il y a les petites boîtes. Ouais. Il y a un livret, hein. Tu veux que je regarde? Je l'ai sur mon écran. Il y a du son. Il y a du son sur celui-là. Et il y a de l'odeur. On a presque tout en place à quelques jours de l'ouverture, donc c'est bien. En fait, on a 5 panneaux comme ça ici, qui vont être installés de cette façon-là. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est les conifères avec l'emplacement sur l'arbre de l'évolution, l'emplacement des groupes concernés.
Alors ici, c'est la sortie. Les angiospermes, la fleur, le fruit. Bon, il est un petit peu sale, c'est pas très grave. Voilà. Alors avec le fruit, on avait choisi le nénuphar qui est dans le petit bassin ici. Pareil, il le repose. Voilà. Là, c'est la fin de l'histoire. Alors on a encore quelques plantes à mettre ici, notamment un petit magnolia là-bas. Ici, on va mettre probablement un anis étoilé ou quelque chose de ce groupe-là. Et puis, qu'est-ce qui nous manquait? C'est à peu près tout ici. Ça part samedi pour arriver dimanche. Et voilà. Bon, on sait déjà que le traitement est rude, il est difficile. Il y a déjà 30% des plantes qui n'ont pas tenu le coup. Donc il y a un nouveau traitement aujourd'hui, mardi, là-bas. Et on espère que ça ne va pas dégommer non plus. Et voilà. Sinon, on attend les plantes dimanche, comme convenu, dimanche matin, au service phyto à Roissy, examen de tous les documents, voir si tout est... J'espère que tout sera bien préparé. Les services phyto vont nous attendre là-bas, avec observation de tout, examen de tous les certificats. Il faut que tout soit conforme, sinon ils ne nous rateront pas. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à regarder si on voit pas de bestioles. Sur les feuilles? Sur les feuillages? Regarde si tu rentres par là. Ouais, ça c'est bon. Il y en a un peu plus là. Et il est là-bas sur le camion. Et la caisse, elle est là. D'accord? Ah, c'est encore. Oui, je regarde. Je vais déjà commencer à chercher ça. Ils sont mouillés, ils sont encore mouillés là. Super. Super, super. Bon, ils vont le... S'il vous plaît, messieurs, dames, poussez-vous, s'il vous plaît. Poussez-vous, s'il vous plaît, merci. C'est bon ou on prend pas? D'accord, encore. C'est bon, stop. Stop. T'es obligé de l'écarter à chaque fois? Bah ouais, au moins que les premières pointes ne basculent pas. Ah oui, ok. J'ouvre les cartons. Bah, Non, mais- faudrait déjà Non, mais ranger, je crois. sans déballer, mais pour les un peu Voilà. les... hein. On peut le rentrer celui-là? Celui-là, le gymnostoma, normalement, c'est en maquis, ça? Oui, mais... Normalement. Vous l'avez coché? Mais attendez, je suis en train de chercher. Ah, ben, c'est long, mais... que ça prenne, c'est parasite. Vous savez lequel c'est, ça? Hein? Mais pas lui. Ouais, je suis très content. Voilà. Mais je pense que c'est pas fini là. Hein. C'est pas fini. C'est une étape supplémentaire. L'étape la plus difficile, c'était d'obtenir les plantes, de les faire venir. Pour l'instant, on a des tiges comme ça, des petites plantes qui sont ce qu'elles sont, mais il faudra être patient. Voilà. Faut du temps, faut des mois, des années. Peut-être que là, on aura une vraie forêt sèche dans quelques temps.
une bêche à fer chromé pour la plantation symbolique d'un palmier dans la serre par mesdames les ministres. Et des petits gants pour leurs petites mains fragiles. C'est ce qu'on m'a demandé. Ah non, c'est pas une bonne idée. Bon, bah, je vais la mettre dans la terre. Je vous laisse. Faut que je leur dise qu'ils arrosent. Comme dans les films, bon, vous pouvez quitter la salle parce qu'on est au générique. Alors il y a beaucoup de monde. Alors évidemment, les grands maîtres d'œuvre, c'est Denis Larpin qui a pensé le plan de plantation, on en a discuté, bien sûr, ça se fait pas, il n'a pas fait ça sur un chemin de table, mais les idées sont de lui, et puis Dario De Franceschi pour la partie paléobotanique qui nécessite des compétences. Le département s'y est mis dans son ensemble, tout métier confondu, bien entendu. Les scientifiques consultés, associés, vus, entrevus ont été très nombreux, le projet a été long. Les horaires sont ceux de la ménagerie, les prix, voilà. Ben, merci beaucoup de votre attention.